Chili Pepper, épisode 7. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 7e épisode du podcast Chili Pepper, votre émission hebdomadaire dans laquelle on vous fait parcourir le Chili du nord au sud et de la cordillère des Andes à l'océan Pacifique. Moi c'est Jonathan et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Camilla. Salut Camilla. Salut Jonathan, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ici, on est toujours enfermés, Ouais, pas trop des choses nouvelles à raconter, quoi, mais bon. c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, On ça va fait des faire tours à l'intérieur de la maison, tous les jours. Dans une semaine, ça va faire 5 mois qu'on est enfermé. Ouais. Donc, bon, on continue à s'occuper. Aujourd'hui, Camilla, on avait, Oui. on avait, à la base, on voulait parler d'un autre sujet, on voulait parler du pain. Du pain, on voulait parler de bouffe, parce qu'on aime bien la bouffe et on aime bien le pain. Et les Chiliens Et au aiment bien ça. Chili, on adore les pains. Et la quarantaine, pendant cette quarantaine, tout le monde a commencé à faire du pain, ou tout le monde connaît quelqu'un qui a commencé à faire du pain. Donc on va en parler, je l'avais annoncé un petit peu sur Facebook, mais du coup on a changé de sujet pour cette semaine, on va en parler du pain quand ce sera le moment. Mais là, l'actualité nous a un petit peu obligés à changer de sujet. Il y a un sujet beaucoup plus important et urgent actuellement, et c'est important que les gens aient des informations par rapport à ce sujet-là. Donc on a décidé de parler des Mapuche, du peuple Mapuche. Exactement. Avant ça, tout petit coup d'auto-publicité, comme d'habitude. Bon, si vous nous écoutez depuis le futur, mais vraiment très dans le futur, hein. Genre peut-être 2021, 2022, on ne sait pas. Valpotop, Camilla et moi sommes guides touristiques ici à Valparaiso, à Santiago. Et si vous cherchez un guide, mais vraiment dans longtemps, parce que là, on ne sait vraiment pas quand on pourra recommencer à travailler, en tout cas de ce côté-là. Donc, c'est valpotop.com. Par contre, si vous cherchez une prof d'espagnol tout de suite, là, maintenant, je te laisse en parler, Camilla. Si vous voulez essayer votre espagnol, si vous voulez apprendre plus de la culture chilienne, les mots chiliens, la façon de vivre des Chiliens en espagnol, tout en approfondissant justement la langue espagnole avec une prof très sympa, vous pouvez aller sur jeparlechilien.com. Voilà, jeparlechilien.com. Fini pour la pub. On passe aux choses sérieuses. Donc, le sujet du jour, mes amis, le peuple Mapuche. Le peuple Mapuche, c'est un des peuples originaires du Chili. Alors, oui, ici au Chili, on avait à peu près une vingtaine, à peu près, de peuples originaires. Exact. Il y a maintenant vivant des personnes maintenant on estime environ à 6 ou 7 les peuples entre les Aymara, les Atacameños, les Diaguita, les Mapuche, un petit peu plus au sud, il y a encore quelques personnes qui se revendiquent des Selknam ou quelques autres peuples de tout au sud, mais ils sont tellement peu que c'est surtout les Selknam dont on parlait. Donc nous on dit peuple originaire. On peut aussi dire ici peuple indigène. Il y a des personnes qui le prennent mal, en tout cas en France, des personnes considèrent que c'est péjoratif, mais ici au Chili pas du tout. Donc on peut parler d'indigène. Ce qui est mal vu ici, parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui font l'erreur, d'Européens qui font l'erreur, c'est de parler d'Indiens, d'Amérindiens ou d'Indiens. Ici c'est très péjoratif. Donc ici on parle en général donc de peuple originaire. Et le peuple Mapuche, donc aujourd'hui représente officiellement, c'est quoi, environ 10% de la population. Ouais, plus ou moins 10%. Donc ça, c'est selon le recensement qu'on a eu il y a 2 ans. C'était quoi, 2017, il y a 3 ans, je crois. Ouais. Le meilleur sens de la vie. Voilà. Ils sont venus toquer à la porte des gens pour demander combien ils étaient et s'ils sont faisant partie d'un peuple originaire ou pas. Mais en réalité, plus de 60% des Chiliens ont des origines mapuche. C'est le peuple le plus représenté. Quasiment tous les Chiliens sont des métis, on va dire, hein, entre des Espagnols ou autres colons et des Mapuche. Ouais. Donc toi, Camilla, j'imagine que tu as des origines mapuche aussi. Certainement. Hein. Je suis pas sûre, mais il faut juste regarder ma tête, quoi. Ma femme, c'est pareil, mon fils aussi. Moi, ma mère est née à Chiloé, mais c'était des Espagnols. Donc c'était des gens qui
qui ont fui Franco, rien à voir avec les Mapuches. Mais du coup, c'est un peuple très représenté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut distinguer, je pense, les Mapuches qui sont 100% de Mapuche, on peut les distinguer aujourd'hui par leur nom, finalement. Exactement, Ils sont leur des nom de noms famille. très caractéristiques, leur nom de famille. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas changé leur nom, parce qu'après on va en parler, mais du coup, Oui. il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, c'était très mal vu, c'est encore mal vu parfois par certains employeurs, pas forcément très sympas, ou dans certaines régions, c'est mal vu de porter un nom mapuche, et parfois certains mapuches ne trouvent pas de boulot avec un nom mapuche. Donc, durant le XXe siècle, beaucoup ont décidé de changer leur nom de famille. Mais sinon, effectivement, d'ailleurs, il y a des endroits actuellement dans le sud où, si tu veux acheter un terrain, tu es obligé de porter un nom mapuche. J'ai vu ça, donc tu es obligé d'avoir des origines et de pouvoir prouver que tu as des origines mapuche. Donc ça, c'est pas mal. Mais je pense que ça a été une loi des Bachelet, quoi. Peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Je crois que j'ai entendu parler. Alors, ils sont dans quelle région, les peuples mapuches? Excellente question. Alors ici, comme on disait, il y a plusieurs peuples tout au nord. Il y a les anciens peuples qui étaient à l'époque sous domination inca, donc les peuples Aymara, etc. Le peuple mapuche, c'est le peuple du sud du Chili. Depuis, on va dire, le Rio Biobío, donc la rivière Biobío, qui se trouve, on va dire, à 350-400 km 400 km environ au sud de Santiago. Et le peuple mapuche, c'est depuis cette rivière-là jusqu'à Chiloé, un petit peu plus au sud que Chiloé. Quoi. Donc la région des lacs, on va dire. Exactement, la région des lacs. Exact. Et actuellement, donc, comme on vous le disait, c'est en plein dans l'actualité. C'est très, très, très tendu au sud. Il y a des revendications. Il y a eu, on est dans une semaine où il y a eu des gros conflits et des gros affrontements entre groupes racistes, police, qui sont allés attaquer ensemble, donc des citoyens d'extrême droite racistes qui sont allés avec des policiers attaquer des communautés mapuches. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Moi, je pense que c'est pas mal de prendre les choses depuis le début et de parler un petit peu d'abord. Exactement, on va rentrer un peu dans le contexte, l'histoire du peuple mapuche. Qui commence avec l'arrivée des Espagnols. Oui, vas-y. Exactement, oui. Juste, moi, je vais dire qu'en fait, oui, on disait que le peuple mapuche, c'est la plus grosse communauté des peuples originaires actuellement. Et je pense que c'est aussi, ils ont un caractère, une personnalité très particulière. C'est un peuple très guerrier. Et c'est justement le seul peuple qui a réussi à stopper vraiment l'avancée des Espagnols pendant, je ne sais pas combien des années, une centaine des années. 300, donc, finalement, 300 ans à peu près. Donc, finalement, les Espagnols, ils sont compris au bout d'un moment qu'en fait, ils ne pouvaient plus vraiment faire face à ces peuples guerriers. Donc, finalement, ils sont pas mal, après quelques conflits, bien sûr. C'est d'ailleurs le peuple d'Amérique du Sud qui a réussi à stopper l'avancée des Espagnols pendant le plus de temps, pendant 300 ans. Ils ont réussi à éviter que le sud du Chili soit envahi ou colonisé d'après par les conquistadors. On rappelle juste la date. Alors, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 ou 1492. Et ici, à Valparaiso, les Espagnols arrivent en 1536 et à Santiago, décembre 1540 et en février 1541, ils fondent Santiago. Donc ça, c'est l'arrivée des Espagnols ici. Et à partir de ce moment-là, jusqu'au 19e siècle, les Mapuches sont au sud et il y a une longue guerre, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais du coup, les Mapuches arrivent à stopper l'avancée espagnole pendant 300 ans. Et c'est le début du 19e siècle, c'est le début des emmerdes, on peut le dire. Non, juste pour finir l'histoire avec les Espagnols, ils ont même signé un traité avec les Espagnols. Donc, tout était assez tranquille, quoi, à ce moment-là, jusqu'à, voilà, après que le Chili est devenu un État, un pays indépendant, une république, et justement, c'est là où ça a commencé les problèmes, notamment avec les problèmes de territoire, un problème de terrain.
Ouais, exactement. Alors, donc le processus d'indépendance du Chili, ça s'est terminé en 1818, début du 19e siècle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où ils ont commencé à essayer de coloniser le sud. Bah, surtout, ils ont arnaqué un petit peu les Mapuches. Les Ouais. Mapuches ont baissé la garde. Ils se sont Je dit, crois OK, qu'il y avait aussi un peu, ils étaient un peu naïfs quand même. bon, ouais, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, de toute façon, à cette Oui, époque-là. exact. Mais ils ont baissé un peu la garde et ils ont commencé à partir sur le sud. Ils ont pu passer la rivière Biobío, ils ont pu avancer un petit peu. Ils sont allés tout au sud d'ailleurs, en Patagonie, hein, Oui. avec la création de Punta Arenas, etc. Et à la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le début de la colonisation par les Allemands et par d'autres pays européens, d'autres communautés européennes, Ouais. de la région des lacs, de la région de los Ríos aussi, de la région de l'Araucanía, donc la région de l'Araucanie qui est celle qui est au centre des tensions aujourd'hui. Ce moment. Alors, tu sais quoi, ils ont parlé. Bah, moi, quand j'ai appris l'histoire, j'étais à l'école. Ouais. À l'école, on apprend aussi tout ce qui se passe, mais avec un point de vue différent, quoi. On avait parlé de ces processus que tu viens de décrire, on l'avait appelé la pacification de l'Araucanie. Mais en Ouais. fait, ça, c'est un euphémisme, parce qu'il faut dire que c'était une occupation de l'Araucanie, c'était une occupation de Complètement, ouais, bien sûr. territoire mapuche à ce moment-là. Et toujours. Oui, jusqu'à maintenant. C'est Exactement. ça. En fait, c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est que moi, il y a beaucoup, je connais des gens qui me disent, même des membres de ma famille, des cousins qui me disent, non, mais tu vois, au sud, les Mapuches ont offert leurs terres parce qu'ils les travaillaient pas, donc ils offraient leurs terres ou ils les vendaient ou je sais pas quoi, et du coup, de toute façon, il y avait personne. J'ai aussi rencontré pas mal de voyageurs qui sont passés par le sud et qui ont eu la version des colons du sud du Chili, et qui me disent non, mais alors au sud, nous, ce qu'ils nous racontent, c'est que leur famille, c'était des familles allemandes qui avaient personne ici, on leur a demandé de venir pour occuper l'endroit, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont ces terres-là, etc. Et maintenant, il y a des Indiens qui viennent nous attaquer en disant que c'est chez eux. Alors, en réalité, effectivement, la version encore qu'on dit aujourd'hui, je pense, dans les écoles, peut-être pas les écoles publiques, hein, parce que en général, les profs dans les écoles publiques ici sont plutôt à gauche, enfin, ils ont tendance à mieux informer, j'ai l'impression, les élèves, mais dans la plupart des écoles privées, je pense que c'est encore les versions qui donnent aujourd'hui. Ouais. Euh, En gros, donc la colonisation par les Allemands, les Suisses aussi, donc mes compatriotes, c'était pas forcément des gens très sympas ceux qui sont arrivés ici. La colonisation, comment ça s'est passé? En gros, le gouvernement chilien, les terres qui n'étaient pas cultivées par les Mapuches, ces terres-là étaient réquisitionnées par le gouvernement chilien et ils ont demandé à des Allemands, des Suisses, des Européens de venir ici, leur payer le voyage. Donc pas en avion à l'époque, c'était en bateau. Et en arrivant ici, ils avaient des terres gratuitement. En arrivant, ils avaient 6 hectares pour commencer, une vache et de quoi commencer à coloniser, à travailler ici, quoi. Et C'était la c'est comme ça. classe C'est ça, tu vois. des étrangers. Donc c'est des terres qui appartenaient aux Mapuches, qui n'étaient pas cultivées, mais les Mapuches les utilisaient quand même pour... enfin, c'était leur terre, quoi. Ils sont pas, quand on a des terres, on n'est pas obligé de cultiver tous les terrains qu'on a, et quand on est chez nous, voilà, quoi. Ouais. Et du coup, le gouvernement chilien a fait ça, et c'est à ce moment-là donc, que le Sud s'est rempli d'Allemands, de quelques Suisses aussi, des Croates, je crois qu'ils sont plutôt allés en Patagonie, et au nord, c'était plutôt des travailleurs et la main-d'œuvre. Mais C'est c'est vrai donc que jusqu'à maintenant, il y a une grosse influence des étrangers au sud du Chili. Enfin, oui, exact. une présence Ouais. importante des étrangers au Chili. Exact. D'ailleurs, toi, t'es allé au sud? T'es déjà allé à Puerto Varas, par exemple? Oui, oui, oui. Là, Ouais. c'est l'Allemagne, des fois. Hein. C'est Il y hallucinant. a c'est un paysage de la Suisse aussi. On pourrait Ouais, dire ouais. avec les lacs et tout, les Ouais. maisons, tout bien arrangées, tu vois, avec C'est des petits hallucinant, hein. jardins. Moi, Oui. je suis arrivé à Puerto Varas et c'est vraiment les églises allemandes, le quartier, tout est vraiment très germanique. Et t'as des gens blonds aux yeux bleus partout et t'as vraiment l'impression, et ça fait, Et tu manges la pâtisserie allemande c'est ça, aussi. ça fait 120 Partout. ans.
Ça fait 120 ans qu'ils sont là-bas, mais qui se mélangent pas avec les locaux, c'est-à-dire qu'ils restent entre communautés allemandes, etc. Ouais. Et tu as vraiment l'impression d'être en Allemagne. Ouais. Et bon, Ouais. il y a Frutillas, je suis jamais allé moi à Frutillas, je sais pas si toi tu Oui, as je suis allée une fois, c'est très joli, et il y a des paysages merveilleux, mais on voit justement cette influence allemande, la pâtisserie, justement, les tartes avec les Ouais. fruits, là, typiquement allemand. Tu le vois partout. Moi, j'ai pas trop aimé. Bon, moi, j'ai passé 28 ans en Suisse, donc si je Oui, viens au il y a des Chili, c'est pas pour paysages aller dans qui un endroit qui restent ressemble à la pareils. Suisse. Exact. Par contre, il y a des volcans qu'il n'y a pas en Suisse, hein. Oui, 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 ça c'est vrai. Et ça, c'est la distinction. Ouais. Bon, les Mapuche, actuellement, l'endroit le plus conflictuel, on va dire, c'est la région de l'Araucanie. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu le Chili, le Pucón. Pucón, c'est le spot connu, et Temuco, ou Gros Temuco. Temuco. Pucón. C'est les deux endroits, Villarrica, le volcan Villarrica. C'est Ouais. ce secteur-là, c'est la région de l'Araucanie, dans laquelle les Mapuches sont les plus actifs et la répression aussi est la plus violente sur les Mapuches. Avant qu'on en parle, on revient juste au XXe siècle. Du coup, durant le XXe siècle, c'était l'occupation par les Allemands, par les colons, etc. du Sud. Et les Mapuches qui étaient, avant ça, ils étaient chez eux, tout à coup, c'est devenu des ouvriers, c'est devenu des paysans, des travailleurs, des Ouais. personnes qui devaient travailler pour ces nouveaux propriétaires terriens, en fait. Ouais, 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 justement. Et là, en parallèle, il y a eu aussi une sorte d'imposition des cultures. Je pense Ouais. que ça, c'est aussi quelque chose pour lequel les Mapuches, ils luttent beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que les terrains, ce n'est pas que les territoires, c'est juste aussi l'envie de garder leur culture, de garder leur tradition, de pouvoir vivre selon leur propre cosmovision. Et Exact. c'est justement à ce moment-là qu'ils ont commencé à imposer les paramètres culturels occidentaux qui font finalement disparaître la culture originaire. C'est comme ça qu'il y a eu pas mal de peuples originaires qui ont disparu. Exact, Donc, ouais. oui. Ouais, alors ils ont opposé la culture et c'est ce qui a fait aussi que, du coup, que, comme on le disait, que beaucoup de Mapuches ont décidé de changer leur nom de famille Oui, pour trouver du travail ou pour changer, pour essayer d'être chef quelque part. Et on parle d'esclavage, l'esclavage était aboli à ce moment-là, etc. Mais il y avait vraiment de l'esclavage à ce moment-là. ouais, c'est ça. Sur le peuple mapuche. Actuellement, l'Araucanie, c'est la région la plus pauvre du Chili encore aujourd'hui, Oui, hein. oui, Par contre, c'est une région qui génère beaucoup d'argent parce oui. qu'actuellement, il y a les plantations d'eucalyptus et de pin sur toutes ces terres volées aux Mapuche. Du coup, tout ça, ça génère beaucoup de fric, mais Ouais. ça reste pas, cet argent reste pas à l'Araucanie, hein. Ça, c'est les Bien patrons de sûr, tout ça, ils sont à c'est Santiago. l'État centralisé, non? Les pays centralisés. Exactement. Ah ouais. C'est comme On ici a à eu, Valparaiso, tous les rapports de l'activité du port, ça reste pas ici, hein, ça va à Santiago. exact, exactement. Juste les parenthèses. Euh, On a eu Frey, le président Frey, dans les années 60, qui a fait la réforme agraire. Oui. Et à ce moment-là, donc là, ils ont commencé à rendre quelques terres de ces propriétaires terriens allemands, enfin descendants d'Allemands et de Suisses à ce moment-là. Ils ont commencé à rendre ces terres-là à certaines communautés mapuches, mais là, on parle de 2 hectares, 3 hectares, voilà, pas grand-chose. Mhm. Ensuite, il y a Allende qui est arrivé. Donc là, on rappelle, notre cher président, c'était de 70 ou 70 à 73. Là, il a Choisi par la continué. volonté populaire. Exactement. Il a continué, donc là, il a continué sur ce chemin-là. Il a rendu aussi un peu plus de terre. Donc là, c'était considéré comme de l'expropriation, hein, Oui. par les fachos. Non, enfin, par les, par Par les le secteur propriétaires, les conservateur. descendants des colons, etc. Voilà. Oui. Et c'était été rendu au Mapuche. Ensuite, bon, c'est ce qui s'est passé avec Allende, etc. Et aujourd'hui, donc, à la fin ah non, pardon, pendant la dictature, Oui. là, vas-y, parle un petit peu de la Dictature, dictature. qu'est-ce qu'il a On Non, est en là, parle. en fait, 17 ans de dictature. Bon, juste dire que, à part les choses que tu viens de raconter, il n'y a pas eu une vraie action de la part de l'État
pour essayer de résoudre ces conflits, vraiment de la base, non? De résoudre à la base les problèmes de ces conflits. Donc, tout cela dit, il y a Pinochet qui arrive et bon, il a fini pour, moi je dirais, de vendre les territoires qu'il y avait encore disponibles au sud. Il a fini à vendre ça à les entreprises justement privées, que tu disais, qui aujourd'hui ils sont l'industrie de la papeterie, de la forestière. Et donc, du coup, maintenant, ils sont bien installés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à aujourd'hui, hein, ils s'élèvent toute la forêt native pour faire pousser, comme tu disais, l'eucalyptus et les pins. Ça, c'est très, très mauvais pour l'environnement, justement. Ouais. Mais du coup, c'est très, très rentable pour l'industrie. J'ai vu récemment une image c'était une sorte une carte avec des couleurs sur la région où il montrait tout ce qui reste des forêts natives. Et c'est vraiment très, très petit. Tout le reste, c'est soit l'agriculture ou soit l'eucalyptus et les pins. C'est les cadeaux Pinochet, quoi. Et après, justement, en relation au Mapuche spécifiquement, il a créé une loi antiterroriste qui est jusqu'à aujourd'hui valable. Il l'applique justement juste avec le peuple Mapuche. Exactement. La loi antiterroriste, c'est hallucinant parce que, par exemple, si tu brûles un bus à Santiago, imaginons tu es dans une manifestation, tu es un petit peu trop fâché et tout à coup tu brûles un bus. Bon, là, c'est du dommage à la propriété. Mais si tu es Mapuche et que tu brûles un camion en région de l'Araucanie, là, c'est du terrorisme. Exactement. Et là, c'est la loi antiterroriste et là, tu risques 20 ans de prison. Alors que si c'est un véhicule à Santiago, là c'est un dommage à la propriété et là c'est peut-être 1 an de prison, je ne sais pas exactement. Là. Exactement. Donc, et ça c'est la honte au niveau international parce qu'il y a des organismes comme Amnesty International, et il y a aussi des organismes de la ONU qui ont écrit pas mal de rapports sur cette loi qui disent justement qu'il faut arrêter de l'appliquer parce qu'au Sud il n'y a pas de cas de terrorisme. C'est pas le terrorisme ce qui se passe au Sud, c'est un problème politique qu'il faut résoudre, justement. Exact. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur l'eucalyptus et le pin. Oui. L'eucalyptus, il faut savoir que ça n'a rien à foutre au Chili, ça n'a jamais été un arbre chilien, c'est un truc qu'ils ont ramené d'ailleurs, parce que ça pousse très, 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 très vite. Et comme tu disais, c'est très bon pour l'économie, enfin économiquement, ça pousse très rapidement. Mais ça assèche toute l'eau, toutes les nappes phréatiques. Ouais. Dès que ça pousse quelque part, il n'y a plus rien qui pousse derrière, ça acidifie les sols. Et c'est un gros problème qu'on a, ces eucalyptus. Un problème social, mais un problème écologique aussi très important. C'est en train vraiment de foutre la pagaille écologiquement au sud. Il y a des gros manques d'eau dans une des régions les plus humides finalement qu'on a ici. Et ça détruit aussi toutes les forêts natives qui sont proches de ces cultures d'eucalyptus, parce qu'on ne peut pas appeler ça des forêts, c'est des... Et le problème, c'est qu'après l'eucalyptus, on ne peut plus faire pousser rien d'autre. Hein? Et exactement. Ça consomme à peu près, je ne me rappelle pas si c'était 20 ou 40 litres par jour, un seul arbre d'eucalyptus. Moi, j'avais entendu 50 litres, mais bon, c'est dans ces eaux-là. C'est ça. Et du coup, justement, oui, c'est un problème d'environnement parce que du coup, maintenant, on commence à avoir des problèmes de gestion de l'eau un peu partout au Chili, hein, finalement. Ouais. Et des problèmes d'incendie aussi. Maintenant, ils nous mettent en danger. Dès que ça commence à brûler, les eucalyptus, ça prend très, très, très rapidement. Ouais. Et on en a ici autour de Valparaiso, d'ailleurs. Et c'est un gros problème. Ces eucalyptus, ça n'a rien à foutre ici. Et effectivement, il y a eu cette privatisation pendant la dictature de toutes les terres. Là, ils ont ils ont continué à prendre les terres, et là, ils ont tout vendu. Et aujourd'hui, c'est très difficile de récupérer des terres pour les peuples mapuches. Parce que justement, ces industries, ces entreprises privées à qui aujourd'hui appartiennent ces terres, ce sont justement les gros groupes économiques chiliens. Ouais, donc, ça appartient aux familles les plus riches du Chili. C'est à eux qui appartient maintenant ces terres qui sont très, très riches aussi. Hein. Donc, ça a été l'héritage Pinochet, quoi.
Exactement. Exact. Et là, depuis le retour à la démocratie, en 1990, Entre guillemets. entre guillemets, la démocratie, Démocratie, entre guillemets. c'est dans certains endroits, certains quartiers de Santiago, c'est la démocratie, mais c'est Ouais, tout, je crois. Si tu vas de Plaza Italia para arriba, là, c'est la démocratie. Mais c'est le seul ouais. endroit du Chili où c'est la démocratie, Les quartiers actuellement. bobos. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, depuis 1990 et la fin de Pinochet, on a une sorte, on pourrait dire, de réveil un petit peu du peuple mapuche, surtout avec l'arrivée de la démocratie. Ils ont pensé, et tout le monde pensait qu'il allait commencer à y avoir un petit peu de justice dans ce pays et que les Mapuches pourraient peut-être récupérer certaines terres, pourraient peut-être garder leur mode de vie. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit que Mapuche, ça veut dire peuple de la terre. Mapu, Ouais. Mapu C'est c'est la la terre. terre, Che, c'est le peuple, et c'est le peuple du sud du Chili, mais aussi le sud de l'Argentine. Ça, on l'a pas dit. Nous, on se concentre surtout sur le Chili, bien entendu, mais en Argentine, ils ont plus ou moins C'est un problème. problèmes. Ouais, exactement. Et donc tout le monde pensait qu'il y aurait un peu un Un retour à changement. un changement, un changement avec le retour à la supposée démocratie, mais c'était pas vraiment le cas. Mais en fait, je pense que justement à partir de ce moment-là, les gouvernements, bon, déjà, ce sont des gouvernements qui ont une période de 4 ans. Donc, Ouais, dans 4 ans, on peut pas vraiment faire grand-chose par rapport à la taille du conflit ouais, c'est sûr. qu'il y avait et qu'il y a jusqu'à maintenant. Hein. Je pense que pour changer la base de ces problèmes-là, il faut vraiment faire des gros changements que je ne sais pas si on arrive à les faire dans 4 ans. Ouais, bien Et de sûr. l'autre côté, justement, tous les gouvernements qu'il y a eu pendant la démocratie, entre guillemets, je pense qu'ils se sont un peu... ils sont mis un peu à côté les problèmes, quoi. Ils se sont dit, bon, ok, ça, on va les mettre sous les tapis, quoi. Ouais. Ouais, bien Alors sûr. que... Et il y a un peu ce centralisme, comme on dit ici, penser vraiment à Santiago, à ce qui se passe autour de Santiago. Et Mhm, bon, le sud, les Mapuches, de temps en temps, ils font un peu de bruit, mais ils n'ont jamais vraiment pris le temps de penser à voir qu'est-ce qui se passait réellement mhm. et essayer de résoudre ce problème. Même les gouvernements de gauche, hein. Oui, D'ailleurs, enfin, ouais, Bachelet, avec Bachelet, il y a eu beaucoup de Mapuches qui ont été tués sous le gouvernement de Bachelet. exact. Parce que bah, après on reviendra là-dessus, mais il y a des Mapuches qui sont tués tous les ans par la police et par pas l'armée, mais c'est pas vraiment l'armée qui est là-bas, mais c'est la police militaire quasiment, c'est la région militarisée actuellement, la région de la Araucanie. Dans Ben les justement, années, ces enquêtes dont je parlais d'Amnesty International, ouais, de l'ONU, ils parlaient justement aussi des violations aux droits de l'homme vers le peuple mapuche, justement. ouais, Il y a une violence de la part de l'État à travers la police qui est dirigée au peuple mapuche directement au sud du Chili. ouais, exactement. Dans les années 90, du coup, il y a eu un peu un réveil des revendications mapuche. Et Mhm. là, de plus en plus, enfin, dans 90, moi je dis 90, c'est les 90, de plus en plus de personnes soutiennent maintenant la cause mapuche. À cette époque-là, moi j'étais pas là à ce moment-là, hein, mais je pense que c'était moins qu'aujourd'hui. Mhm. Bon, toi, tu étais jeune à cette époque-là, je sais pas si tu arrives à le dire dans ces années-là. Si... Je sais pas si c'était un sujet très, très important. Il y avait des gens qui soutenaient la cause, mais on n'en parlait pas beaucoup. Donc, Ouais, c'était un sujet on savait qu'il était là, mais on n'était pas du tout non plus très au courant parce que c'est un sujet très complexe. Donc, il faut vraiment rentrer là-dedans pour, euh, pour savoir vraiment ce qui se passe. Donc, on se prenait pas trop la tête. Non, peut-être j'étais trop jeune. c'est possible. Mais à ce moment-là, ouais. Et c'est au début des années 2000 qu'il a commencé à y avoir de plus en plus de problèmes, de revendications au sud, et Ouais. surtout une réponse. Donc à la base, c'était des revendications, et des manifestations des actions plutôt pacifiques. Et c'est juste le peuple qui commençait à expliquer qu'ils en avaient marre et qu'ils voulaient récupérer leurs terres, quoi. Ils étaient chez eux. Et Ouais. une réponse très, très, très violente de la part d'abord du gouvernement chilien, Ouais. qui a envoyé actuellement, comme je le disais, le secteur est militarisé, c'est Ouais. hallucinant. Ouais. Et beaucoup de Mapuches sont tués tous les ans par la police actuellement.
Mais aussi les propres les entreprises donc, qui ont leur culture d'eucalyptus et de pin. Eux, ils ont aussi des services d'ordre, des services de sécurité privés un peu, qui font des actions punitives, qui vont brûler des villages mapuches, qui vont faire des trucs pendant la nuit comme ça. C'est hallucinant ça. Et personne en parle et il n'y a aucune enquête contre tous ces sortes de mini groupes paramilitaires d'extrême droite qui vont attaquer les Mapuches pendant la nuit. Et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs cette semaine. C'est eux, avec la police, qui sont allés attaquer les Mapuches. Protégés avec la police. Ensemble, dans les vidéos, on voit, ils sont ensemble, ils attaquent ensemble les Mapuches. Donc ça, c'est hallucinant. Parce que bon, on va essayer de se maintenir à ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire 45 minutes de podcast. Parce que nous, on commence à partir à s'emballer un peu et on parle pendant 1h30, 2 heures sans problème. Mais du coup, pour finir par rapport à tout ça et illustrer un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la situation actuelle des Mapuches, on peut parler de 3 cas importants. Le premier, c'est en janvier 2013 et c'est les Luxinger Makai. Luxinger Makai. C'est un couple de descendants suisses, Luxinger cette fois-ci, qui ont été tués pendant la nuit, dont la maison a brûlé en fait, a été brûlée, ils ont été assassinés pendant la nuit. Oui, au milieu de la nuit, en fait, ils ont été réveillés par l'arrivée d'un groupe d'individus, on ne sait pas qui. Mais ils sont arrivés à la maison et ils ont commencé à incendier la maison et finalement ils sont morts dans cette maison. Voilà. Alors, parfois, les personnes me disent, moi, quand je fais des tours, des personnes, des Français, par exemple, ou des personnes qui vivent à Santiago, me disent, oui, mais les Mapuches aussi, ils tuent de leur côté. Alors, il faut savoir une chose. Les Mapuches ont eu plus de 30 personnes qui ont été tuées lors de ces dernières années, froidement par la police ou par des civils. Et à chaque fois, quand on parle des violences de la part des Mapuches sur des Chiliens ou sur des civils, premièrement, il n'y a jamais aucun policier qui a été tué par les Mapuches. Et le seul cas dont on nous parle, c'est celui de Luxinger Makai. Ces 2 personnes qui sont mortes brûlées. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour revenir un petit peu, pour éclaircir un petit peu cette histoire-là, Luxinger Makai, donc eux ils sont morts brûlés dans une maison, c'est terrible et bien entendu ça on le souhaite à personne et c'est condamnable totalement. C'est un gars, c'est un de ses descendants suisses qui avait des milliers d'hectares maintenant ici au sud du Chili et actuellement les personnes qui sont en prison, ce qui s'est passé c'est on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a un voisin qui a été interrogé par la police et qui a reçu des grosses pressions de la part de la police, et c'est suite à ces pressions-là qu'il a dit « Oui, je pense que c'est telle personne, ou je pense que c'est des Mapuches ». Mais c'est tout, et c'est le seul élément qu'ils ont. Et la famille, preuve. Voilà, et la famille Luxinger, eux, ils ont tué un jeune Mapuche quelques années auparavant, je crois qu'il s'appelait Catrileo, et du coup, Mathias Catrileo. Et du coup, ils ont cherché de ce côté-là les personnes qui pourraient vouloir une vengeance de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'ils ont attaqué, enfin qu'ils ont arrêté les personnes de la Coordinadora Arauco Mayeco, qui est finalement un groupe militant mapuche, et dont le fondateur est le père de Mathias Catrileo qui a été tué. Mais c'est uniquement parce qu'un voisin a reçu des pressions et qu'il a dit que c'était des Mapuches. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Et on ne sait pas qui a tué, on ne sait pas qui a brûlé ça, et on peut pas actuellement, personne ne peut affirmer qu'il s'agit de Mapuche. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Et juste pour finir ton idée, je vais ajouter aussi qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un mort Mapuche de la part de la police ou de quelqu'un un peu propriétaire de terrain, et il n'y a pas vraiment une affaire judiciaire, il n'y a pas une enquête derrière. Hein. Exact, alors qu'ici, avec ces couples Luxinger Makai, en fait, ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est une grosse affaire judiciaire de la justice, pas justement de la justice chilienne, qui est toujours ouverte, quoi. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en prison préventive pour ce cas-là, et alors qu'il n'y a toujours aucune preuve. Ça fait 7 ans que ces personnes sont mortes,
Ça fait 7 ans qu'il n'y a aucune preuve. Et il y a toujours des personnes qui sont en Ils prison sont préventive. toujours emprisonnés, oui. Exactement. Ça, Et c'est parce qu'ils faisaient partie d'un groupe militant mapuche qui s'appelle Arauco Mañeco. Et d'ailleurs, actuellement, aujourd'hui, c'est les 90 jours, 90 jours de grève de la faim de Celestino Córdoba. Celestino Córdoba, exactement. Celestino Córdoba, aujourd'hui, ça fait 90 jours qu'il est en grève de la faim parce qu'il aimerait que sa détention préventive se fasse à la maison, ce soit en détention domiciliaire. Mais ils ont dit non. Et ils ont dit non. Ce qui est Alors, assez fou. Celestino Córdoba, il faut dire que lui, il est le seul imputé. Les seuls imputados. Inculpé. Les seuls inculpés de cette affaire Luxinger-Macaé. Actuellement, ouais. Avant, il y en avait d'autres ils ont tous été relâchés, tous été. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà. Ouais. Il y a un truc qui est particulier ici par rapport à la France, parce que beaucoup de personnes nous écoutent et sont français. C'est qu'ici, quand tu fais 1 an de prison et que tu es relâché et qu'en réalité, tu n'avais rien à voir dans l'affaire, il n'y a pas d'indemnisation par rapport à ça. Alors qu'en France, oui, en France, ils te donnent une indemnisation par jour de prison pour lesquels tu étais à tort en prison, en réalité. Donc, c'est ce qui fait que ici, tu peux être des années en prison préventive parce qu'un juge ou un procureur l'a décidé. Et ce juge ou le procureur peut bien sûr savoir qu'il n'y a pas assez de preuves, etc. Et tu peux être des années. Et de toute façon, ils ne prennent pas de risque économique, on va dire, parce qu'après, ils ne vont pas t'indemniser. Si après, ils te relâchent, bon, voilà, tu es en liberté. Ah, on s'est trompé. Tiens, rentre chez toi. Je suis désolée. Voilà, exactement. Alors qu'en France, la différence, c'est que tu as une indemnisation. Ils évitent d'emprisonner des personnes, innocentes parce qu'ils doivent les indemniser après, quoi. Bref, donc là actuellement on parle de 2013, donc actuellement ça fait 90 jours, 90 jours qu'il est en grève de la faim, et c'est en relation avec ce qui s'est passé du coup cette semaine. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, vas-y. Je parle trop moi. Oui. En fait, cette semaine, on a justement, après la demande de Celestino Córdoba qui a été niée, et ça fait pas mal de jours où il est en grève de faim et tout. Donc, rejeté. Il y a pas mal de communautés mapuche qui ont justement, avec la cause de Celestino Córdoba, pour les soutenir et tout, ils ont pris certains bâtiments des municipalités ou des mairies, justement dans la région de Temuco, justement pour visibiliser les problèmes et pour avoir une réponse positive de leur côté, parce que du coup, il faut dire que l'État chilien, le Chili, a signé un traité international. Je vais juste me rappeler de nom. Mais il y a un article sur ces traités qui disent que quand il y a des affaires judiciaires, des affaires comme ça, comme celui-ci, c'est quelqu'un qui appartient au peuple originaire, il faut le traiter de manière différente. Donc, par exemple, ils ne vont pas prendre la prison préventive, mais l'État, il le fait quand même. Donc, le Chili n'est même pas en train de respecter ce qu'ils ont signé au niveau international. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les bâtiments et il y a eu un appel des côtés des gens un peu plus de droite pour aller justement et arrêter tout ce qui s'est passé. Donc, l'idée, c'était d'aller attaquer les communautés mapuche qui étaient dans les bâtiments. Ils sont allés avec des affaires, des trucs, des armes, quoi. Des armes, justement, pour attaquer les Mapuches. Ils ont occupé les mairies, surtout les mairies de droite, de la région de l'Araucanía, pour visibiliser un petit peu cette affaire-là. Effectivement, c'était des occupations de mairies, mais sans attaque physique, c'est-à-dire sans violence ni contre la police, ni violence particulière contre des personnes. C'est juste occuper une mairie pour visibiliser un problème important qu'ils avaient. Ouais, mais là, ce groupe-là, il est allé directement attaquer les gens, quoi, les gens mapuches qui étaient à l'intérieur. Donc, du coup, ils sont allés protéger avec la police en plein couvre-feu. Donc, ils n'ont pas respecté les couvre-feux. Ils n'ont pas été détenus par la police. Alors, la police
au contraire, aller avec eux. Et tous les détenus qui sont où ce soir-là, ces nuits-là, c'était des Mapuches. Il n'y a eu aucun détenu de la part de ces groupes violentistes, on va dire. C'est un groupe d'extrême droite, hein, clairement. Enfin, ouais. ils criaient des cris d'extrême droite, des chants racistes contre les Mapuches. Ouais. 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 C'est des personnes envoyées par. Bon, c'est des personnes, des fachos du coin, ou des personnes envoyées aussi par ces entreprises. C'est les travailleurs de ces entreprises de bois dans la région. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun prononcement de la part des gouvernements actuels pour condamner tout ce qui s'est passé, pour pousser une enquête derrière ces gens qui ont poussé cette violence ce soir-là. Ouais. Donc, c'est très tendu en ce moment. C'est pour ça qu'on parle de ça cette semaine. Exactement. Là, actuellement, je pense que la situation n'a jamais été aussi tendue au sud qu'aujourd'hui. Donc, ça a été déjà dans le passé, il y a eu des grosses tensions, mais là, c'est très chaud. Et moi, je pense dans le futur, là, ces prochaines semaines, ça va être très chaud. Vas-y, tu voulais. Mais je voudrais juste rappeler un épisode qui était très important en fin 2018. C'était l'assassinat, les crimes de Camilo Catrillanca, un Mapuche qui était un activiste, qui a été persécuté par la police pendant des années. Et justement, cet assassinat, ces crimes, il a été aussi assez polémique parce que la police a réagi de différentes manières. Tu te rappelles quand ils ont dit non, mais il n'y a pas de caméras. Et après, 30 jours après, oui, il y avait des caméras. Ouais, ils ont changé les versions et tout. C'est un cas, c'est très important d'en parler. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail pour que les gens comprennent. Donc, Camilo Catrillanca, c'est un jeune Mapuche qui est rentré chez lui en tracteur. Et avec je sais pas si c'est son frère ou un ami qui était à côté de lui. Et la police est arrivée derrière. Donc il faut se rendre compte la police est arrivée derrière lui. Ce qu'il faut se rendre compte actuellement, c'est que la région de l'Araucanía, certains secteurs de la région de l'Araucanía actuellement, c'est vraiment, et j'exagère pas du tout, c'est comme Israël et Palestine. C'est-à-dire, moi j'ai vécu à Ramallah, je sais comment ça se passe actuellement en Palestine, et franchement, c'est pareil, c'est quasiment pareil. Il y a un tout petit peu moins de morts chez les Mapuches parce qu'ils sont moins nombreux, mais si tu regardes en proportion, je pense que c'est la même chose. Et donc il y a des policiers, en fait c'est le GOP, et donc c'est plus le sort du GIGN, c'est ceux qui sont en train d'attaquer tout le monde là-bas au sud, qui sont arrivés derrière le tracteur, et ils ont commencé à tirer par derrière sur ce tracteur et sur Camilo, et Camilo a pris une balle dans la nuque et il est mort. Ensuite, après, bien sûr, c'est ce que tu disais, après, d'abord, ils ont embarqué le jeune qui était à côté et ils l'ont torturé pendant une journée, etc. Et surtout, ils ont dit, oui, non, alors eux, ils nous ont tiré dessus d'abord. Après, ils ont dit, oui, mais il a pris une balle dans la nuque, comment ils vous ont tiré dessus d'abord? Non, mais c'est pas comme ça. Après, ils sont censés avoir une GoPro et de filmer tout ce qu'ils font. Ils ont dit, oui, non, mais alors ce jour-là, on n'avait pas les GoPro avec nous, ou ce jour-là, il n'y avait pas de carte mémoire. Finalement, il a dit oui. Alors, il y avait une carte mémoire, mais comme dessus, j'avais aussi des images de ma femme et moi en train de baiser, j'ai décidé de casser la GoPro, la carte mémoire pour pas que ce soit dévoilé, pour pas que vous voyez avec ma femme, etc. Bref, ils sont partis sur plein d'histoires. Finalement, ils se sont fait arrêter. Mais là, je crois qu'ils sont en liberté. Alors que, les gars, ils ont tué. Il y a toujours l'enquête, mais ils ne sont pas en prison préventive, comme Celestino Córdoba, non? Il est à la maison, comme nous, quoi. Parce que nous maintenant, c'est comme en pleine quarantaine, c'est comme en prison préventive, quoi. On ne peut pas sortir de la maison. En détention domiciliaire, exactement. Hein. Exactement. Et, oui. Mais ça a été vraiment, je pense que la mort de Camilo Catrillanca, ça a été un peu la goutte qu'il fallait pour que la société chilienne se rende compte de tout ce qui se passe par rapport au peuple mapuche, en fait. Toute la violence qu'il y a eu envers ce peuple, parce que c'est juste maintenant qu'il y a beaucoup de soutien à la cause du peuple mapuche, parce qu'il y a eu aussi, en 2012, si je ne me trompe pas, c'était l'opération Huracan, où la police a fait des fausses preuves a fait des fausses preuves a fait des attentats politiques,
En fait, les policiers ont fait des attentats, ils ont brûlé des camions, ils ont fait des choses, et en fait, Ils ont mis des on, fausses preuves. ils ont créé des fausses preuves, des fausses conversations WhatsApp, des fausses. Et ensuite, on a pu découvrir qu'en réalité, c'est eux qui avaient tout monté tout ça et c'est eux qui avaient fait tout ça en fait. Et tout ça, c'était prouvé. Donc, Pour attaquer les Mapuches, donc pour. Ouais. exactement. Donc, on a eu ça comme précédente, l'opération Huracan, après la mort de Camilo Catrillanca. Et maintenant, on a eu en octobre la révolte sociale chilienne. Donc, tout ça a fini pour questionner les rôles de la police. Maintenant, il n'y a plus personne qui a la confiance vers la police. Ça, c'est un sujet aussi très grave et très complexe parce que s'il y a un pays ou une société qui n'y croit plus à sa police, enfin, ça, c'est grave, je trouve. Ouais. Et là, la police est l'institution la moins respectée du Chili en ce moment. Et les conflits avec les Mapuches, ça a été quelque chose de très. Ça a permis de visibiliser justement les manières de réagir de la police, justement. La vision ou les rôles, les vrais rôles de la police en ce moment, qui est justement là juste pour protéger des intérêts privés, des intérêts économiques. Exactement. Voilà. La police, bon, déjà, ils se sentent tout puissants, en fait. Ils n'ont jamais été attaqués, ils n'ont jamais été questionnés. Donc, ils se sentent tout puissants. Et ils protègent. Donc, c'est assez fou quand même de voir la police. Il y a des policiers dans la Araucanía qui sont engagés, qui touchent un salaire extra s'ils escortent des camions avec du bois de justement ces forestales, donc ces grosses entreprises de plantation, de production d'eucalyptus. Donc en fait, c'est des mercenaires, c'est quoi? C'est la sécurité privée ou c'est des policiers et ils sont censés faire respecter la loi et on est censé être tous égaux face à la loi. Bref, c'est un gros sujet. On pourrait encore, là ça fait déjà 45 minutes, même plus qu'on en parle, on pourrait en parler encore pendant très longtemps. Mais je pense qu'on a fait un peu déjà une présentation globale de tout ça. J'imagine que dans le futur, on va refaire un voire plusieurs épisodes sur le sujet Mapuche. C'est très très important. Et là, on est qu'au début, je pense, de ce qui va se passer là cette année. Il va se passer beaucoup de choses, je pense. On va voir comment ça se déroule. Hein, mais juste, ouais, on va voir comment ça se déroule. Dans le futur, là, ce qui se vient peut-être bientôt, c'est le changement de la Constitution. Exactement. Alors, moi, que je vois la situation, c'est que, bon, déjà, on peut rien attendre de ces gouvernements. Ils vont rien faire pour essayer de résoudre ces conflits. C'est pas parce que, enfin, ils sont pas à la volonté déjà, mais ils sont même pas les pouvoirs. Hein. Le gouvernement chilien en ce moment, il est tellement mal que je pense que il y a aucun pouvoir sur eux, donc ils vont pas résoudre ces sujets. Moi, je garde mes espoirs au processus constituante. Ouais, l'Assemblée constituante, justement, au référendum qu'on va avoir en octobre, justement, pour changer ces constitutions. Et je pense que maintenant, la plupart des Chiliens se sont rendus compte qu'il faut intégrer tous les groupes des Chiliens, en fait, des groupes de peuples originaires notamment, justement, pour essayer d'écrire cette nouvelle constitution en respectant tout à fait, enfin, en respectant leur cosmovision, leur culture, leur tradition. Il faut comprendre que les Mapuches, en fait, ils sont leur propre modèle de développement, leur propre modèle d'économie, leur propre modèle de vie. Et pour eux, ça marche bien. Donc, finalement, c'est sa cosmovision qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Donc, finalement, ils ont tous leurs droits pour les garder. Il faut aussi essayer de mettre en avance et de montrer la présence de la langue mapudungun, la langue mapuche, et qu'il y ait plus des endroits, des espaces où on pourrait écouter cette langue. Nous, en tant que Chiliens,
Il y a certains mots qui en parlent, qui viennent de Mapudungun, mais on n'est même pas au courant que ça vient de Mapudungun. Exact. On n'apprend pas du tout à l'école le Mapudungun. On apprend très très peu de l'histoire des peuples mapuche, de la culture, de la cosmovision qui est vraiment très très belle. Pour eux, la nature, c'est vraiment la chose la plus importante, la Pachamama. Donc, la défense de la nature, l'environnement, ça c'est quelque chose qui est très avancé, mais ce sont eux les Mapuches qui ont ces piliers de vie beaucoup plus forts que nous, quoi. Et aussi, donc, on espère qu'un jour, le Chili pourra se déclarer, comme l'a fait la Bolivie avec Evo Morales, comme un État plurinational, c'est-à-dire reconnaître les nations indigènes, la nation Mapuche au sud, les autres nations indigènes du nord, les Atacamens, les Aymara, etc., et qui soient reconnus dans la Constitution, et qui soient reconnus, et qu'ils puissent être autonomes aussi sur leurs terres. Bon, toutes leurs terres, ça va être difficile, parce que là, bon, voilà, mais au moins qu'ils puissent être reconnus d'une certaine façon, quoi. Oui, en fait, c'est ça la demande la plus importante du peuple mapuche, c'est la reconnaissance en tant que peuple originaire. C'est aussi la possibilité de garder leur culture et leur religion et ne pas imposer la nôtre sur eux. Et ce n'est pas, surtout, c'est très important à le dire, ce n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu à droite, qui disent « Ah, mais non, on ne peut pas avoir un État à l'intérieur d'un autre État parce que nous, on est un seul État. » Et non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est un État plurinational, comme tu l'as bien dit. C'est juste garder une autonomie culturelle et une reconnaissance pour les peuples originaires. Exactement. Bon, on a dépassé un peu les 45 minutes, mais on va s'arrêter là. C'est un sujet important, j'espère qu'ils ne nous en voudront pas. Bon, petite musique de fin. Arau continue una pena. Arau continue una pena. On passe à la main. Très bien, ça marche. Oui. Allez, bon Camilla, c'était un plaisir. Et puis à tous, n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des messages, à partager si ça vous a paru intéressant, à nous poser des questions. Et à nous dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. On verra le sujet de la semaine prochaine. Peut-être le pain, peut-être pas. On verra. Au Chili, il se passe des choses tout le temps, hein, donc on va voir. Allez, ciao. Et toi, tu as un cours dans 5 minutes. Donc, je vais te laisser faire ton cours. Jeparlechilien.com si vous cherchez une prof d'espagnol. C'est jeparlechilien.com. Allez, ciao, Camilla. Ciao. Ciao.